Donc, bonjour à tous, enfin, pour ceux qui sont derrière l'écran, ça se merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque, de se tenir pour partie, en tout cas en présentiel, ça fait vraiment plaisir. Du coup, moi je vais vous parler effectivement, alors on vous a déjà parlé du Val-de-Loire, donc ça parlait de l'UNESCO, donc je vais un peu compléter tout ça et faire le lien. Donc, une carte que vous avez déjà vue pour le coup. Donc, effectivement, comme on vous l'a présenté, le Val-de-Loire, c'est une des destinations touristiques, au 5e rang en termes de fréquentation touristique en France. Peut-être rappeler très rapidement que pour cet tourisme, pour les viticulteurs, c'est véritablement une aubaine, puisque pour eux, ça peut leur permettre de diversifier leurs revenus et puis aussi de développer davantage encore la vente directe. Mais c'est aussi un avantage pour les collectivités territoriales, parce que le tourisme, c'est plus largement des retombées économiques pour l'ensemble des territoires. Ça n'a pas été souligné, mais il me semble important quand même de le rappeler. Et c'est un moyen de diversifier l'activité touristique, notamment en Val-de-Loire, puisqu'il y a d'autres modes de tourisme sur lesquels je vais revenir. C'est un moyen de redynamiser des territoires ruraux qui sont parfois un peu en difficulté en termes d'activité économique. Et donc, comme on peut le voir là, là c'est des extraits de sites internet de certaines communes du Val-de-Loire, et on voit qu'elles mettent en avant le côté vignoble, et puis dans l'optique à chaque fois d'attirer des touristes en ce sens. Donc le vignoble devient vraiment un argument pour attirer des touristes sur ce territoire. Alors le Val-de-Loire, sa particularité, c'est que c'est déjà une zone touristique, parce qu'il y a les châteaux, parce qu'il y a la Loire, ce que l'on voit sur cette photo qui a été prise sur le site de nos tourismes présentant le vignoble du Val-de-Loire. Il y a déjà des touristes finalement qui sont présents dans le Val-de-Loire. Et donc l'objectif, bien pour la filière viticole, c'est d'attirer ces touristes qui sont déjà présents, les attirer dans les vignobles. C'est vraiment en ce sens que les initiatives se multiplient. Donc on a les châteaux, on a la Loire à vélo également. Et puis si la Loire attire, c'est parce que aussi elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc là, je fais le lien avec la présentation précédente. Effectivement, c'est aussi un argument ensuite pour les collectivités locales pour attirer des touristes. Et donc l'idée, c'est de faire le lien avec le vignoble. Et donc ça, on peut le voir véritablement sur le terrain, à proximité de la Loire. On va faire le lien avec la Loire à vélo, donc cette véloroute qui attire beaucoup de touristes. On va essayer d'attirer tous ces vélos, ces cyclotouristes. Et puis on va essayer d'aller les emmener aussi dans les vignobles, donc en mettant à proximité de la Loire les itinéraires secondaires pour aller se balader à travers les vignobles. Donc ça, on le perçoit tout à fait sur le terrain. Donc, pour le coup, le lien aussi se fait avec la question patrimoniale sur laquelle je vais insister. Pardon. Enfin, du coup, c'est bon. Donc, je parlais de la Loire inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, forcément, il y a un intérêt important pour le patrimoine dans la région. C'est les châteaux aussi, mais c'est aussi la Loire. Et plus largement, donc, les paysages du Val-de-Loire. Donc, ce qui fait que le patrimoine a véritablement une résonance particulière dans cette région. Alors, pour la Loire UNESCO, la référence, c'est les paysages du XVIIIe siècle. Effectivement, c'est pas forcément, c'est les paysages actuels, mais avec comme référence le XVIIIe siècle. Et donc, à travers cela, ce que l'on voit, c'est que la patrimonialisation, elle renvoie plutôt à quelque chose faisant référence au passé. C'est l'héritage. Pour qu'il y ait patrimoine, il faut d'abord qu'il y ait héritage. Et en quelque sorte, ça va un peu s'opposer aux questions de durabilité qui vont plutôt faire le lien avec des questions d'avenir, d'innovation. Donc, en fait, la question que je me pose dans cette intervention, c'est sur le lien entre patrimonialisation et durabilité. Est-ce que finalement, c'est conciliable ou pas? Donc,
Je vais d'abord vous présenter rapidement les vignobles que j'ai plus particulièrement étudiés dans le Val-de-Loire. Puis vous montrer qu'effectivement, on est face à un vignoble qui revendique aussi, qui se revendique comme héritage, donc qui se patrimonialise. Pour poursuivre sur la question de la durabilité, comment la durabilité peut se percevoir dans ces vignobles, et pour finir sur bien les possibles liens entre ces deux éléments. Donc, les vignobles que j'ai étudiés dans le Val-de-Loire, donc déjà le vignoble du Val-de-Loire, c'est le troisième vignoble en termes de production. En termes de production, c'est 14 départements, c'est 63 AOC, dont 51 qui sont dans l'interprofession, donc en Terre-Loire. Donc, c'est un vignoble qui se présente comme le vignoble de la diversité. Hein. J'ai repris la présentation, une affiche d'Interloire. Donc, la plus grande diversité des vins au monde, hein, c'est effectivement ce qui fait la particularité du vignoble du Val-de-Loire. Si on se centre sur la région Centre-Val-de-Loire, c'est la 8e région viticole en termes de surface. Et ce qui la caractérise aussi, c'est qu'il y a une large valorisation des vins en appellation. On a 89% du vignoble qui est en AOC, alors que c'est 59% à l'échelle nationale. Et puis, si on se recentre sur l'Indre-et-Loire, eh bien, c'est le département le plus viticole de la région Centre-Val-de-Loire, c'est 46% de la surface régionale. Alors moi, j'ai plus particulièrement, donc si je parle de l'Indre-et-Loire, c'est parce que je me suis centrée dessus. Je me suis plus particulièrement, dans le cadre de mes recherches, centrée sur les vignobles de Vouvray et Montlouis, à proximité de Tours. Donc on est là en zone périurbaine. Voilà. Et j'ai également étudié le vignoble de Bourgueil, sur lequel je vais plus particulièrement me centrer. Également un petit peu Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Donc là, on est plus en zone rurale. Pour ces 4 AOC-là, donc là, j'en ai présenté que 3, mais on est sur des AOC qui sont relativement anciennes, hein, qui ont été créées dès le début des AOC. Donc voilà. Donc ces recherches, je les ai conduites dans le cadre de projets, dans le cadre d'actions de recherche aussi plus personnelles. Et donc avec des financements de la région, de la zone Atelier Loire qui fait partie du réseau du CNRS, également avec l'appui d'étudiants, notamment Marion Delebo et Suzanne Boucher, que je remercie au passage, puisque je vais fonder notamment sur une partie de ce qu'elles ont produit. Donc dans ce cadre-là, mes recherches ont consisté en des observations in situ, des entretiens auprès de différents acteurs, surtout des viticulteurs, syndicats de vin et puis maires, et également une analyse de sites internet et de la littérature. Donc, je me centre plus particulièrement sur le vignoble de Bourgueil, alors, en montrant que on a une partie de ce vignoble qui est intégrée dans le périmètre de la Loire UNESCO, mais en fait une très petite partie, puisque les communes qui sont intégrées sont les communes les moins viticoles, et en fait la commune la plus viticole qui possède la plus grande partie de vignes sur ce territoire-là est la commune de Restigné. Et finalement, elle n'est pas inclue dans le périmètre de la Loire UNESCO. Mais malgré tout, voilà, cette proximité de la Loire UNESCO fait qu'il y a une dimension particulière, d'autant plus particulière accordée au patrimoine. Alors, et cette dimension particulière accordée au patrimoine, elle s'applique aussi au vignoble, hein, qui est lui-même finalement l'objet de cette patrimonialisation, puisqu'on va en revendiquer l'héritage. Donc le lien entre le vignoble et le patrimoine, il se fait tout d'abord à travers le patrimoine bâti, à travers l'héritage bâti qui va être lié à la vigne. Alors c'est tout d'abord l'abbaye de Bourgueil. Alors hier, désolé pour ceux qui sont en distanciel, mais hier on nous a parlé de l'abbaye de Bourgueil comme étant l'endroit où a été introduit, où a été cultivé pour la première fois le Cabernet Franc. Donc voilà, ça fait partie des lieux importants de l'histoire viticole dans la région. En tout cas, c'est là où on en a les traces écrites les plus anciennes. Donc c'est véritablement le berceau du vignoble. Donc c'est une partie des éléments patrimoniaux qu'on va pouvoir rattacher à la vigne dans la région. C'est également les manoirs, hein, on va avoir également la présence de vignes à proximité, j'y reviendrai. Ce qui marque aussi la particularité du vignoble, c'est la présence de clos, donc dans le Val-de-Loire, avec des vignes qui peuvent être cernées de murs en tuffeau, en l'occurrence. Particularité aussi, faisant le lien avec le patrimoine bâti, mais c'est ce que l'on
on a un petit peu partout, hein, c'est les loges de vigne, sauf que là, elles sont en tuffeau aussi. Alors, certaines plus ou moins mises en valeur. Aujourd'hui, elles sont quand même de plus en plus remises en valeur parce que, eh bien, on revendique ce patrimoine. Mais ce n'est pas le cas de toutes. Hein. Il y en a qui sont un peu à l'abandon. C'est également le patrimoine, c'est aussi les caves hein, qui vont être importantes dans la région. Donc, creusées dans le tuffeau où on stocke aujourd'hui le vin, où on a pu stocker du vin, même si elles ont aussi pu avoir d'autres usages. Hein. Par exemple, en tant que champignonnière. C'est aussi le cas encore aujourd'hui hein, dans la région, mais voilà, il y a ce lien-là qui apparaît. C'est aussi voilà, d'autres bâtiments liés à la vigne qui vont apparaître dans le paysage. Hein. Là, par exemple, la cave coopérative de Bourgueil, qui a été depuis renommée, mais qui date de 1931 et qui voilà, fait partie aussi de ce patrimoine viticole témoignant de cet héritage de la vigne dans la région. Donc cet héritage, il est revendiqué et je vais souligner, il est parfois aussi un peu réinventé. Il est revendiqué donc, par les collectivités locales hein, qui mettent en avant la présence de la vigne, qui montrent bien que ça fait vraiment partie de l'identité locale. Cette volonté d'ancrer le vignoble dans l'histoire, on l'aperçoit aussi à travers les discours ou sur les sites internet des syndicats des vins hein, qui vont mettre en avant le fait qu'on a une longue histoire, une longue présence du vignoble sur le territoire. Donc là, c'est par exemple le syndicat des vins de Bourgueil hein, qui souligne qu'on a plus de 1000 ans de présence du vignoble sur le territoire. Mais c'est aussi sur les sites internet des viticulteurs où on va avoir cette revendication de cet héritage. Donc on souligne hein, que c'est voilà, un domaine qui est transmis depuis 8 générations, hein, qui a été créé au 19e siècle. Et sur chaque fois, on va systématiquement retrouver cette référence à l'histoire. Et il y a aussi la viticultrice que l'on a rencontrée, elle soulignait aussi ce lien à l'histoire en faisant le lien avec son père, avec son grand-père. Systématiquement, en fait, on va avoir ce lien à l'histoire qui va être revendiqué. Et je dirais même que c'est, en fait, on peut le percevoir, donc, évidemment, pour ceux qui reprennent le domaine familial, mais on peut aussi le percevoir pour ceux qui viennent aussi s'installer. Ils vont aussi revendiquer cette histoire. Alors, ça ne va pas être leur propre histoire, mais ça va être l'histoire du domaine qu'ils ont racheté, ou ça va être l'histoire du terroir, de la vigne. Là, par exemple, le dernier exemple, c'est l'héritage du terroir. Donc, on va se revendiquer de cet héritage plus général, à défaut d'avoir son propre héritage. Et donc, cette revendication de l'héritage, on l'aperçoit particulièrement dans les activités œnotouristiques, et je parlerai plus d'activités de nos loisirs parce qu'effectivement, du fait qu'on a des touristes qui ne sont pas présents sur le territoire que par rapport à la vigne, on va plutôt parler effectivement de visiteurs plutôt que de touristes. Donc, je parlerai plutôt de nos loisirs que de nos tourismes dans ce cas-là. Et donc, on voit eh bien, dans ces activités de nos loisirs, eh bien, on voit ce rattachement à l'histoire hein, qui apparaît aussi, par exemple, là, c'est un domaine hein, qui propose des visites historiques, ou bien ça va être des activités qui vont être organisées, les vendanges à l'ancienne, ou bien des concours de traction animale, qui vont donc, voilà, montrer aussi cette volonté de revendiquer une histoire, une tradition. Alors, pour autant, parfois, dans cet héritage qui est revendiqué, il est parfois un petit peu réinterprété, réinventé. Et en l'occurrence, mais hier, on nous l'a bien souligné, mais parfois peut-être on oublie un peu de le souligner, c'est qu'effectivement, on met en avant cette longue histoire de culture de la vigne sur le territoire, mais sans souligner que finalement, eh bien, oui, la vigne peut être cultivée depuis longtemps, mais ce n'était pas forcément la place qu'elle peut avoir aujourd'hui. Et en l'occurrence, par le passé, donc là, si on regarde sur une des communes de l'AOC Bourgueil, eh bien, on voit qu'effectivement, la vigne n'avait pas cette place si omniprésente qu'elle peut avoir aujourd'hui, parce qu'on était plutôt en polyculture, on avait d'autres cultures qui étaient présentes. Certes, il y avait le vignoble hein, qui était bien présent. Là, on a des photos de 1922 qui attestent d'avoir aussi une présence plus ancienne.
mais c'était finalement une culture parmi tant d'autres. Et en l'occurrence, si je prends l'exemple de Bourgueil, on était plutôt sur une région spécialisée dans la production de graines. Et en l'occurrence, si on prend l'exemple du Château-Louis, où on a effectivement un vignoble présent à proximité aujourd'hui, ça a pu être le cas par le passé, mais en fait, si on remonte un petit peu, on voit qu'on n'avait pas de la vigne forcément au préalable. Là, c'est plutôt des oignons hein, pour la production de graines. Donc voilà, donc ce passé, il est effectivement fortement revendiqué, hein, et donc on peut parler véritablement d'une patrimonialisation du vignoble, hein, de tout ce qui peut se rattacher au vignoble. Alors, dans le même temps, on a aussi une inscription dans la durabilité qui se perçoit de plus en plus, on l'a vu dans les présentations. La viticulture, alors moi, je vais me focaliser sur cette durabilité. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la durabilité, ça suppose de prendre en compte une diversité d'éléments. Je vais juste me focaliser sur l'agriculture biologique comme porte d'entrée pour questionner cette durabilité, puisque sinon, ça supposerait vraiment de prendre en compte une multiplicité d'éléments. Voilà. Pour rappel, la viticulture, c'est la première concernée par l'agriculture biologique, qui est de manière globale en plein essor. Pourquoi c'est la plus concernée? Parce que ça a été un des plus gros consommateurs, et ça reste encore un des plus gros consommateurs de produits phytosanitaires en France, hein, même si l'agriculture biologique progresse, ça reste quand même le plus gros consommateur de produits phytosanitaires. Il y a des incitations qui sont faites en ce sens, hein, c'est la réglementation hein, qui va aussi favoriser la conversion vers l'agriculture biologique. C'est aussi la pression des consommateurs, et notamment des œnotouristes. Et puis, c'est aussi la pression des riverains, donc avec les zones de non-traitement qui se sont imposées. Alors, en France, le vin bio, il représente 8% des ventes. C'était 3% seulement en 2017, donc on voit la très forte progression qu'il peut y avoir. C'est 9% du vignoble en 2016. Alors là, je vais citer des chiffres. Pour un terroir, c'était 25%, mais je pense que les chiffres qui ont été donnés tout à l'heure sont plus récents que ceux que j'ai. Du coup, je crois que c'était 47% pour ceux qui sont en label environnemental. Donc, on voit déjà la progression entre mes chiffres et les chiffres qui vous ont été présentés tout à l'heure, donc c'est assez intéressant. Et en fait, donc si on regarde la région Centre-Val de Loire, c'est 14% de la surface. Et pour l'Indre-et-Loire, on voit que la proportion de vignobles en agriculture biologique est un peu plus importante, puisque c'est 19%, enfin c'était 19%, ça a dû aussi progresser, de la surface. Si on se centre sur les AOC que j'étudie plus particulièrement, on voit qu'il y a des disparités, hein, tous ne sont pas engagés de la même façon. En l'occurrence, ceux qui se distinguent entre Vouvray et Montlouis qui sont proches, eh bien, ça va être Montlouis qui va avoir une plus forte proportion de viticulture en agriculture biologique. Et si on compare Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil, qui sont aussi de vignobles proches, eh bien, c'est Bourgueil qui se distingue davantage. Et en fait, ce qui ressort de cela, c'est que ceux qui vont avoir une plus forte, enfin, ceux en tout cas qui s'engagent davantage vers l'agriculture biologique, ce sont a priori ceux qui ont plus intérêt à se démarquer parce que ce sont de petites AOC qui ne bénéficient pas de la même renommée. En fait, si on regarde Montlouis et Vouvray, Vouvray est beaucoup plus renommé connu, plutôt que plus connu que Montlouis. On voit que bien, pour se démarquer, Montlouis essaye de développer davantage l'agriculture biologique. Et c'est pareil entre Bourgueil et Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Le vignoble qui est un peu moins connu que l'autre, c'est Bourgueil, et c'est là où on trouve la plus forte proportion de viticulteurs qui se sont convertis à l'agriculture biologique. Derrière cela, il y a aussi des motivations qui sont individuelles. Hein. C'est des raisons sanitaires, c'est pour sa propre santé. Hein. Si on écoute les viticulteurs, hein, c'est aussi pour ça. C'est d'abord pour ça qu'ils se convertissent à l'agriculture biologique. C'est aussi la santé de leurs consommateurs. C'est également pour des raisons environnementales, mais ce n'est pas forcément ce qui ressort en premier, c'est plus la santé. Et puis, c'est aussi, et avant tout, répondre aussi à la demande des consommateurs qui sont demandeurs de plus en plus de vins bio.
Et cette demande, eh bien, quand le viticulteur fait de la vente directe, forcément, il l'entend. Cette réorientation de la culture, elle est affichée, elle est revendiquée, on le perçoit ainsi dans le paysage. On le perçoit aussi sur les sites internet, puisque les viticulteurs vont mettre en avant le fait qu'ils sont en agriculture biologique. Donc là, quelques exemples de différents domaines. Et puis, ça va aussi se percevoir parfois dans les paysages. Alors là, c'est des vignerons que j'ai pu interroger, donc qui soulignent que bien, dans une parcelle bio, eh bien, la terre respire, ce qui ne serait pas le cas dans le cas d'une vigne en conventionnel. Même si lui, il souligne d'autres soulignent également le caractère plus esthétique de la vigne en agriculture biologique, même s'il souligne que ce n'est pas pour ça qu'il le fait. Et puis, effectivement, on peut percevoir certaines différences dans les vignobles. Donc là, il nous a transmis des photos qu'il avait prises de ces vignes. On voit des vignes enherbées. Et pour certains, effectivement, la dimension paysagère, elle va être importante, surtout pour nos touristes, nos visiteurs. Mais pour autant, certains ont souligné que la demande des touristes ne serait pas forcément la même. Voilà, certains peuvent aussi apprécier la vigne qui est davantage entretenue, et d'autres préféraient davantage celle qui est au naturel. Alors là, deux exemples de vignes, une qui est en agriculture biologique, l'autre qui ne l'est pas, mais il y a aussi des différences qui sont liées juste à la présence aussi de l'enherbement. C'est évidemment à tempérer ces deux images mises, ces deux photos mises l'une à côté de l'autre. Pour élargir un petit peu la question de la durabilité sans se centrer simplement sur l'agriculture biologique, la durabilité, elle impose aussi de prendre en compte évidemment aujourd'hui le changement climatique et ses effets. Alors le changement climatique, il se perçoit par une hausse des températures, par une problématique d'eau qui se raréfie, mais c'est aussi le gel tardif qui affecte particulièrement les viticulteurs du Val-de-Loire, qui représentent véritablement une grosse préoccupation pour eux. Et un moyen de limiter ce risque de gel tardif, eh bien, c'est l'installation de tours anti-gel. Et là, on voit que bien, la patrimonialisation du paysage d'un côté et l'installation de tours anti-gel de l'autre va poser un certain nombre de questions. Et puis, ce changement climatique, de manière plus générale, il peut engendrer des changements. Donc des changements à venir, puisque changement de cépage, changement de forme de plantation, on pourra peut-être éventuellement penser à développer l'irrigation, développer l'agroforesterie. Très rapidement, sur les liens entre patrimoine et durabilité, eh bien, en fait, donc, la patrimonialisation, si elle est mise en avant, c'est parce que ça renvoie à un savoir-faire, c'est synonyme de qualité, et c'est pour ça que ce patrimoine viticole cet héritage est autant revendiqué, qu'on met autant en avant l'histoire, c'est parce que voilà, c'est synonyme de savoir-faire et c'est synonyme donc, de qualité. Même si il y a également, ça va être en lien avec l'AOC, et là, il va y avoir aussi évidemment des questions de normes qui font qu'on est face à un produit de qualité. Pour l'agriculture biologique, on est face aussi à une volonté de faire un vin de qualité, mais ça va être une autre forme de qualité. Là, c'est plus un vin plus sain que l'on va vouloir produire. Ça va supposer un changement de pratique, ça va supposer aussi un changement de paysage. Alors, ce changement, ça peut être un retour vers la tradition. En tout cas, c'est opposé à la modernité qui serait celle des années 50-60, où on a favorisé la mécanisation, les produits phytosanitaires. Mais la durabilité, ça suppose aussi des innovations qui vont un peu à l'encontre parfois de la tradition. On le voit avec les tours anti-gel qui peuvent être perçus comme une dénaturation des paysages, puisqu'on va perdre l'authenticité des paysages, d'autant plus à proximité de la Loire UNESCO, ce qui peut poser question. Le lien aussi peut se faire avec les chais. On voyait finalement la durabilité pour la revendiquer dans la présentation de Sophie. On a vu que c'était aussi développer des chais,
construire des chiens un peu particuliers pour se démarquer. Et donc, c'est un peu à l'opposé de la tradition. Donc, ça fait vraiment le lien avec cela. Pour autant, eh bien, il y a des liens qui sont possibles. On revendique autant le fait d'être un clos et en même temps de faire de l'agriculture biologique. Sur les sites Internet, c'est aussi souligné, on est entre tradition et modernité. On essaie de mettre en avant finalement les deux. En mettant en avant l'agriculture biologique autant que l'AOC qui serait plus synonyme de tradition. Pour autant, eh bien, ce que l'on peut voir aussi, c'est que l'AOC elle est un peu remise en question par l'agriculture biologique. En tout cas, certains viticulteurs remettent en question aujourd'hui un peu leur rattachement à l'AOC. Pour un viticulteur, par exemple, il souligne que la reconnaissance en AOC, ça va être utile uniquement pour les viticulteurs qui vont pratiquer une agriculture plus conventionnelle, alors que ceux qui sont en agriculture biologique, finalement, ils ont juste besoin de mettre en avant leur label. Et en fait, derrière cela, c'est que c'est aussi une autre forme de qualité que prône l'agriculture biologique, et ça va être une qualité qui n'est plus territoriale. Et donc, on a finalement un moindre attachement au terroir qui va ressortir. Par ailleurs, l'AOC, elle peut aussi apparaître comme étant une contrainte avec des difficultés d'adaptation. Et ce qui pose problème notamment pour s'adapter au changement climatique, par exemple. Donc, pour conclure, la patrimonialisation, ce que je voulais souligner aussi, c'est que c'est vraiment une particularité du vignoble. Il y a d'autres cultures où on n'a pas cette volonté de revendiquer l'histoire. Si je prends le cas du maraîchage, j'ai également eu l'occasion d'étudier, il n'y a pas cette volonté de revendiquer ce passé, alors même que dans le contexte de la Loire UNESCO, pourtant, ça fait partie ça participe du paysage de la Loire UNESCO, et il n'y a pas cette volonté de revendiquer ce passé. Peut-être que c'est parce que c'est une culture qui est pérenne, ça peut aussi expliquer ce lien. Ce que l'on peut voir aussi, c'est que pour le maraîchage, par exemple, il n'y a pas de développement aussi d'activités de loisirs, de tourisme qui se développeraient. Donc, c'est vraiment une particularité aussi du vignoble. Cet œnotourisme ou ces œno-loisirs, ça apparaît finalement aussi comme un levier qui va favoriser la patrimonialisation du vignoble. Si on met en avant ce patrimoine viticole, c'est pour attirer des touristes notamment. Mais c'est aussi un levier pour l'agriculture biologique, plus largement pour la durabilité, puisque finalement, les œnotouristes sont en lien direct avec le viticulteur, et donc voilà, peuvent aussi leur transmettre leur volonté d'une agriculture plus durable. Pour autant, il y a des freins et des limites qu'on a évoquées déjà. Et effectivement, la cohabitation, elle peut être parfois difficile avec les touristes. Il y a aussi une limite qui apparaît dans ce développement de l'œnotourisme, c'est que ça suppose de nouvelles compétences pour le viticulteur, parce qu'il n'a pas forcément les compétences pour accueillir les œnotouristes. Et c'est aussi chronophage pour eux, ça apparaît également comme une limite qu'ils soulignent. Alors certains vont dès lors faire appel à des prestataires qui vont plus acquérir. Dans tous les cas, c'est une plus forte attention qui va être portée au paysage. Et c'est parce que ces paysages, finalement, apparaissent comme un bien commun. Et ce bien commun qui est hérité et qui est à transmettre. Et peut-être que c'est là, finalement, la durabilité, le lien entre durabilité et patrimonialisation peut apparaître, puisque la durabilité peut être un moyen de transmettre ce patrimoine. Je vous remercie de votre attention.